Bonsoir tout le monde. Dr Malbranche est directeur de l'unité de cardiologie et du laboratoire d'investigation cardiologique du service de médecine interne de la HUEH. Il a été ancien chef du service de médecine interne de la HUEH, ancien directeur de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, ancien ministre de la Santé publique et de la Population, directeur à la direction de la résidence hospitalière et de la recherche à la HUEH. Il est diplômé de la faculté de médecine de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg. Interniste et cardiologue, faculté de médecine de Strasbourg, certificat de pathologie tropicale, faculté de médecine de Strasbourg, certificat d'études spéciales de biologie et médecine du sport, faculté de médecine de Nancy. Il est enseignant de cardiologie à la faculté de médecine et de pharmacie de l'UH et chef de département de médecine à cette même faculté. Les publications, conférences et aux activités de nature académique, conférences et publications dans les domaines du VIH et de la cardiologie, reviewer de cours de Zami la santé et Harvard University, ayant pour finalité l'amélioration des compétences des généralistes. Et c'est avec plaisir qu'il va nous présenter l'expérience à l'unité de cardiologie et du laboratoire d'investigation cardiologique du service de médecine interne sur les cardiomyopathies du périportum à la HUEH. Docteur Malbranche, vous avez la parole. Merci, Darlene. D'abord, bonsoir à tout le monde. Et je voudrais aussi remercier le comité de pilotage du forum médico-chirurgical de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à présenter à nouveau cette conférence sur la cardiomyopathie du périportum que j'avais eu l'occasion déjà de présenter dans les réunions mensuelles organisées par Cornell Médecine et le groupe Gestion. Donc, comme je vous l'avais dit la dernière fois, les cardiomyopathies dans leur ensemble sont devenues, depuis quelques décennies, le principal motif d'admission des malades au service de médecine. Et c'est cette constatation qui nous avait amené en 2011 à ouvrir cette unité de cardiologie initialement dédiée préférentiellement à la prise en charge ambulatoire des malades en insuffisance cardiaque globale congestive. Alors de l'expérience dans cette unité, nous avons pu monter une cohorte pour suivre ces malades. Et de mai 2011 à mars 2015, nous avons eu une cohorte de 538 patients présentant des défaillances cardiaques congestives. Et parmi ces 538 patients, nous avions 99 femmes atteintes de cardiomyopathie du périportum, et ça, c'était le diagnostic initial. Alors, nous allons voir notre matériel d'étude et la méthodologie. Nous avons inclus, évidemment, dans ce groupe, sous un diagnostic, les femmes qui venaient d'accoucher ou qui étaient au 3e trimestre de leur gestation et qui présentaient des signes cliniques de défaillance cardiaque, soit gauche, soit globale. Et nous avons pris les femmes dont ces signes apparaissaient dans le dernier trimestre de la grossesse jusqu'au 5e mois du postpartum. Et évidemment, il fallait qu'il n'y ait pas d'autres étiologies envisageables et qu'il n'y ait pas de maladie cardiaque antérieurement connue par rapport à la grossesse. Et ça, c'était les critères cliniques. Nous avions également des critères
échocardiographique qui attestait de la défaillance ventriculaire gauche, de la dysfonction ventriculaire gauche, une dysfonction systolique caractérisée par une fraction d'éjection du ventricule gauche inférieure à 50%, ou encore une fraction de raccourcissement de la paroi inférieure à 30%, mais en sachant que dans notre étude, nous avons pris en compte essentiellement la diminution de la fraction d'éjection systolique. Et parallèlement, dans la grande majorité des cas, nous avions une dilatation cavitaire, en particulier du ventricule gauche, et le diamètre télédiastolique du ventricule gauche devait être supérieur soit à 2,7 cm par mètre carré ou à 52 mm. Donc, c'était surtout ce chiffre que nous avons retenu. Suivant. Voilà les critères d'exclusion. Donc, nous avions une cohorte au départ de 538 patients avec défaillance cardiaque congestive. Dans cette cohorte, il y avait, donc, comme je vous l'ai dit, initialement 99 femmes présentant une cardiomyopathie du péripartum. Nous avons, dans un deuxième temps, exclu 10 cas, même si nous restons convaincus que ces 10 cas sont bien des cardiomyopathies du péripartum, mais pour respecter les critères scientifiques, nous avons donc exclu ces 10 cas. Pour un cas, il n'y avait pas de dossier disponible au moment de l'étude. Il y avait 2 cas où les patientes avaient concomitamment une sérologie positive pour HIV. Et puis, dans 7 cas, nous n'avons pas retrouvé les données échographiques, soit parce que l'écho n'avait pas été réalisé, soit parce qu'entre-temps, on n'a pas retrouvé. Ce qui fait donc que nous avons, comme je l'ai dit, retenu 89 dossiers. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Et vous voyez qu'en définitive, les cas de cardiomyopathie du péripartum représentent environ 17% de l'ensemble de la cohorte. Alors, tous les malades ont évidemment eu à leur admission dans le programme un examen clinique complet. Au moment de l'analyse, 98% des tracés électrocardiographiques étaient disponibles. Nous avions évidemment 89, donc 100% de l'écho-doppler cardiaque était disponible. 94% avaient une radiographie du thorax disponible. Nous avons réalisé évidemment l'étude biologique. Vous voyez que 84% ont eu un hémogramme, 75%, 84% ont eu des tests de fonction rénale, 46% ont eu une glycémie et paradoxalement, seulement 45% ont eu une HIV et une sérologie pour le HIV, alors qu'en principe, ces tests sont disponibles à l'hôpital. Mais les gens qui ont l'habitude comprendront aisément pourquoi. Évidemment, tous les malades ont eu un suivi clinique régulier. Je veux dire, la moyenne, le nombre moyen de visites par malade pour la cohorte oscillait entre 10 et 15 visites, ce qui est beaucoup par rapport à ce qui se fait habituellement. Les électros étaient répétés aussi souvent que nécessaire. Nous avions pu répéter l'échocardiographie chez la plupart de nos malades entre 6 mois et 1 année. Et évidemment, le protocole de prise en charge médicamenteux était gratuit.
parce que nos moyens étaient évidemment limités. Par exemple, les laboratoires, les tests de laboratoire non disponibles à l'hôpital devaient être pris en charge par les patients. Nos résultats. D'abord, quelques données épidémiologiques. Vous voyez, au point de vue, l'âge moyen de nos patientes était de 29,7 années, avec des extrêmes allant de 15 ans, une fille de 15 ans à 40 années. Vous voyez également, le diagramme vous montre que la grande majorité de nos patientes se situaient dans les classes d'âge 25, 29 ans et 30, 34 ans. Dans ces deux groupes d'âge, il y avait environ 54% de nos malades. Nous avions quand même 4 malades, 5% de nos malades qui avaient plus de 40 ans et 7% qui avaient moins de 20 ans. La parité variait entre une parité et 8, avec un nombre moyen de parité à 2,59. Vous voyez, et c'est quelque chose à noter, que 42% de nos patients avaient 42% de nos patients étaient des primipares, ce qui est important à noter. Et donc, le reste était des 50 des multipares, parce que nous avons retrouvé ces données dans les dossiers pour 80 malades, si je ne me trompe, mais on n'avait pas l'information pour toutes les patients. Nous avons eu 9 grossesses gémellaires, alors qu'en général, on admet qu'il y a une grossesse gémellaire pour 85 grossesses. Et dans une étude antérieure, nous avions pu noter qu'il y avait 23,8% de malades qui, pendant leur grossesse, avaient présenté une hypertension gravidique. Au plan clinique, vous voyez que la majorité de nos patients débutent leurs symptômes dans le premier mois du postpartum. Et la grande majorité, environ 82,5%, ont signalé l'apparition de leurs symptômes dans le postpartum. Au plan du tableau clinique, il n'y a pas la présentation clinique est tout à fait habituelle à celle que l'on rencontre dans l'insuffisance cardiaque chronique congestive. Vous voyez que 99% de nos malades, au moment de leur entrée dans la cohorte, présentaient une dyspnée extrêmement importante, donc un stade déjà évolué, puisque pratiquement 98% d'entre elles étaient à un stade NYHA, soit 3, soit 4. 88% de nos malades présentaient des œdèmes et 62% avaient une acide. Notez que 34% de nos malades avaient une hypotension, ce qui parfois compliquait la prise en charge thérapeutique. Au plan des paramètres, j'ai l'impression que j'ai manqué un slide. Non. Au plan des paramètres biologiques, vous voyez que en prenant comme taux d'hémoglobine de base 11 grammes par décilitre, vous voyez que 22% des malades testés
non, pardon, 29% des malades testés avaient un taux d'hémoglobine inférieur à 11 grammes par litre. 5% des malades testés avaient une glycémie supérieure à 120 mg par litre et 87%, la grande majorité de nos patients avaient une fonction rénale quasi normale avec un taux de créatinine inférieur à 1,5 mg par décilitre. Et comme je vous l'ai déjà dit, et seulement 40% ont été testés parmi les malades retenus, évidemment, dans l'étude, puisque nous avons éliminé les deux qui étaient HIV positifs. Donc, 100% des malades testés étaient négatifs pour HIV. Au plan de l'électrocardiogramme, vous voyez que 99% des malades avaient un électrocardiogramme anormal. Toutefois, nous avons retrouvé chez une de nos patientes un électrocardiogramme normal. Donc, un électrocardiogramme normal rend très improbable le diagnostic de cardiomyopathie du périportum, mais ne l'exclut pas totalement. 100% des malades qui ont bénéficié d'une radiographie, soit 84, avaient une radiographie anormale. Et le symptôme de loin le plus fréquent, 98%, était représenté par une cardiomégalie importante. Voilà, je vous montre là l'aspect classique de l'électrocardiogramme rencontré chez cette patiente. Vous voyez d'abord qu'il y a une tachycardie importante, environ 136 battements par minute, donc tachycardie importante. Il y a un tableau d'hypertrophie ventriculaire gauche avec un indice de Sokolov-Lyon manifestement augmenté et des troubles de la repolarisation à type d'ischémie surcharge systolique du ventricule. C'est ce tableau électrocardiographique que nous rencontrons le plus souvent chez nos patients. Alors, les données de la sonographie, de l'écho Doppler cardiaque. Vous voyez que la fraction d'éjection, qui est le paramètre fondamental, avait une valeur moyenne à 32%, avec des extrêmes de 11 et 49%. Notez que 82% de nos patients avaient une fraction d'éjection inférieure à 40%. Et entre 40 et 50%, il y avait à peu près 18% qui avaient une fraction d'éjection dite intermédiaire. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que près d'une patiente sur deux, soit 42%, avait une fraction d'éjection franchement abaissée inférieure à 30%. Le diamètre télédiastolique moyen du ventricule gauche était de 60 mm avec des extrêmes allant de 51 à 83 mm. Et là aussi, près d'une patiente sur deux, 46%, avait un diamètre télédiastolique du ventricule gauche supérieur à 60 mm. Et nous avons objectivé 7% de thrombus intracavitaire gauche au niveau du ventricule gauche, donc c'est donc 7% de nos phares. Au plan thérapeutique, vous voyez que c'est la thérapeutique classique habituelle que nous avons notée. Je dois signaler pour vous, je vous ai dit qu'il y avait 14 femmes et dont les premiers symptômes
sont apparus au 3e trimestre de la grossesse, mais nous ne les avons pas vus à ce moment. C'est l'anamnèse qui rapporte que les symptômes, donc tous les malades traités ont été traités dans le post-mortem. Vous voyez que pratiquement la quasi-totalité de nos malades ont reçu une trithérapie associant donc le furosémine, 99%, le carvedilol, 74%, et l'énalapril, 93%. Notez toutefois que 38% de nos malades ont eu à un certain moment de la digoxine, 22% ont été placés sous warfarine, 27% ont reçu à un moment de l'évolution de leur pathologie du spiroca, donc un anti-aldostérone. Alors, quelle est l'évolution? Nous avons suivi l'évolution donc de mai 2011 jusqu'au 27 mars 2015. Donc, nous avons pu suivre ces malades sur une longue période. Vous voyez que 13% ont été perdus de vue, donc sont sortis du programme. Nous avons suivi 87% pendant toute cette période, ce qui est quand même assez remarquable. Et sur ces 77 malades représentant les 87%, 70, soit 90,90%, étaient encore en vie à la fin de la période de suivi évolutif. 9,10% de nos patients sont décédés. Alors, nous avons eu très peu d'informations parce que la plupart de ces malades sont décédés malheureusement à domicile, évidemment pas d'autopsie pratiquée, mais sur la foi de l'interrogatoire des proches, nous pensons que la plupart de ces femmes décédées l'ont été à la suite soit d'une embolie pulmonaire, soit d'une défaillance cardiaque globale réfractaire irréductible. Très intéressant à voir, c'est l'évolution échographique chez nos patients. Dans ce groupe de 89 malades, nous avons pu avoir 49 patients qui avaient une échocardiographie à l'admission et au 6e mois d'évolution de la maladie. Les autres ont eu leur échographie également, mais parfois leur 2e échographie, mais parfois au bout d'1 an, au bout de 1 an et demi, donc pour des raisons d'ordre économique. Donc, nous avons préféré étudier ce groupe homogène. Et vous voyez que nous avons pu diviser nos malades en 2 sous-groupes. Un premier sous-groupe de 65% pour lesquels il y a eu pratiquement une récupération ad integrum. Vous voyez que dans ce sous-groupe, le diamètre télédiastolique ventriculaire gauche, qui était à 58 mm au premier écho, est passé à 49,8 mm à l'écho de contrôle de 6 mois. Et chose encore intéressante, ce sont des valeurs moyennes, évidemment, la fraction d'éjection, qui était à 32,6%, c'est pratiquement normalisé à 58,4 mm. Dans le 2e sous-groupe, l'évolution a été moins satisfaisante. Le 2e sous-groupe qui représente 17% de ces malades. Vous voyez que dans le premier écho, nous avions 62,2% comme valeur moyenne pour le diamètre télédiastolique, et ce diamètre télédiastolique n'a pas bougé, n'a pas changé
puisque au deuxième écho, il était de 63,3%. Par contre, la fraction d'éjection moyenne, qui était à 29,5%, est passée à 45,4%. Donc, il y a eu amélioration, mais il n'y a pas eu récupération totale. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que quand on compare les deux groupes, vous voyez que dans le premier groupe, le diamètre télédiastolique de départ était à 58, alors qu'il était plus élevé dans le deuxième groupe. Alors, à l'inverse, le diamètre, la fraction d'éjection qui était à 32,6% dans le premier groupe était plus abaissée, à 29,5% dans le deuxième groupe. Donc, ces paramètres peuvent être considérés comme des paramètres à valeur pronostique, globalement, parce que malheureusement, il est plus difficile d'en faire des facteurs de pronostic individuels parce que les valeurs sont trop dispersées. Voilà une patiente, vous voyez le cliché, le premier cliché de gauche par rapport à moi-même, par rapport à l'orateur, mais droite par rapport à l'écran. Vous voyez, au moment où cette patiente est admise, elle a une cardiomégalie importante, elle a une réaction pleurale droite évidente, peut-être un petit quelque chose à gauche. 6 mois après, vous voyez que le cœur s'est pratiquement normalisé, la dimension a complètement régressé et pratiquement le parenchyme pulmonaire est strictement normal. Alors, quelques commentaires. La cardiomyopathie du périportum est particulièrement fréquente en Haïti. La seule étude antérieure que nous avons pu retrouver, c'est l'étude faite à Deschapelles, qui a eu une cohorte de 98 patients sur 5 années, et il a pu estimer, comme c'était un cluster, il a pu estimer l'incidence de la cardiomyopathie du périportum dans cette région, mais on a étendu à tout le pays, à 1 cas pour 300 naissances vivantes. Dans notre étude, nous avons donc 89 cas en 4 ans, donc vous voyez, c'est des chiffres à peu près similaires. Bien entendu, nous n'avons pas pu établir l'incidence par rapport aux naissances, parce que les conditions de recrutement étaient tout à fait différentes. Et il faut comparer ce chiffre par rapport à l'incidence admise aux États-Unis, en Europe, qui est d'environ 1 pour 3 000 à 4 000 naissances vivantes. Il faut savoir cependant qu'il y a un pays où apparemment la situation est encore plus grave, c'est le Nigeria, où il est rapporté habituellement comme incidence 1 cas sur 100 naissances vivantes. Vous voyez quand même, ça reste une maladie importante commune en Haïti. Alors, ce que nous pouvons dire, que la cardiomyopathie du périportum représente la 3e cause de cardiomyopathie, tout âge confondu, aussi bien dans notre série à l'HEH, représente 20%, que dans celle de Kwan à l'hôpital universitaire de Mimbaleh, qui a retrouvé 21%. Donc, c'est ce qui apparaît dans les 2 études qui ont été publiées pour cette donnée-là. La cardiomyopathie du périportum est la cause la plus importante de défaillance cardiaque chez les femmes dans notre cohorte.
Vous voyez que, je rappelle que la cohorte étudiée était de 538 malades et il y avait parmi ces 538 malades 346. Et donc la cardiomyopathie du péripartum représente 64% des causes d'insuffisance cardiaque chez les femmes dans notre série. Et 26%, non, je m'excuse, il y avait 64% de femmes dans notre série et 26% de ces 64%, donc 89 malades sur 346, étaient dus à une cardiomyopathie du péripartum. Donc, c'est la troisième cause de cardiomyopathie, tout âge et tout sexe confondu, mais c'est là de loin la première cause de cardiomyopathie chez les femmes. Et dans une étude antérieure, celle qui a été justement publiée, qui incluait 154 femmes sur 247 malades, on retrouve cette donnée, la première cause de défaillance cardiaque chez les femmes, tout âge confondu, donc 31%. Nous avons voulu comparer nos données à celles de la littérature en prenant différents paramètres. Vous voyez que l'âge moyen de nos patientes, soit 30 ans, n'est pas différent de l'âge moyen signalé dans la littérature, que ce soit au Nigeria, que ce soit à Dakar, ou encore dans la série de fêtes, où l'âge moyen était de 32 ans. En ce qui concerne la multiparité, il y a quand même une petite différence avec notre série. Nous avions beaucoup plus de, comme je vous l'ai montré, beaucoup plus de primipares qu'habituellement. Vous voyez que nous n'avons retrouvé que 58% de cas de multiparité, alors que ce taux oscille entre 70 et 76% dans les autres séries et 76% notamment chez FEM. En ce qui concerne les grossesses gémellaires, vous voyez que nous avions à peu près 10%. Ce n'est pas trop différent du chiffre rapporté dans la série de Bertrand à Abidjan, mais il y avait une différence avec la série de fêtes où il n'a eu à retrouver que 4%. L'hypertension artérielle gravite. Dans notre série, à partir de l'étude antérieure, nous avions un taux d'environ 24%. Là, les chiffres sont très variables selon les séries. Vous voyez, Yuan en Chine avait un taux de 11,5%, alors que El Kayam à Los Angeles avait un taux de 43%. 43% de ces patientes avaient eu une grossesse gravide. Quant au début, le moment d'apparition des premiers symptômes, nous avions 61,54% qui étaient survenus dans le premier mois. Vous voyez que c'est le même taux retrouvé par DIA et Lambert avait un taux un peu plus important de 78%. Globalement, toutes les séries montrent que chez la majorité des patients, les premiers symptômes apparaissent dans le premier mois du postpartum. Quant à la normalisation de la fonction cardiaque, à l'écho, vous voyez que nous avions 59,14% un résultat qui se situe à peu près dans les mêmes ranges
que ceux signalés par Vanzetto, qui estime que la moitié des patients vont récupérer et l'autre moitié pas. C'est que aussi, différentes études, ça varie entre 40 et 75%. Par contre, chez FED, la récupération était manifestement moins fréquente, 28% à 6 mois. Parallèlement, je vous donne un autre chiffre qui ne figure pas sur la planche ici, c'est que nous avions un taux de mortalité chez nos patients de 9,10%, alors que FED rapportait un taux de mortalité de 15,3%. Donc, cette différence s'explique probablement par le fait que les malades de FED étaient plus gravement atteintes et probablement elles arrivaient aussi un peu plus tard et parfois les conditions de prise en charge pouvaient être difficiles. Au plan de la physiopathologie, ça c'est un slide que j'aime beaucoup et il y a encore beaucoup de données qui sont hypothétiques. On a considéré que l'insuffisance cardiaque, que la grossesse représentait un état d'insuffisance cardiaque latente du fait de l'augmentation de la volémie, du fait de l'hypertrophie et de la dilatation ventriculaire en gauche, du fait d'une certaine diminution de la fonction systolique et de la compliance ventriculaire, et aussi du fait de l'existence d'une tachycardie pendant la grossesse. Et tout ceci, donc, tous ces facteurs exprimant ce que l'on appelle le stress hémodynamique important qui existe, qui survient pendant la grossesse. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans le cas de la cardiomyopathie du périportum, il y a probablement toute une série de facteurs d'ordre environnementaux, d'ordre génétique, de nature inflammatoire, de nature auto-immune, de nature infectieuse également, qui vont probablement intervenir pour faire en sorte qu'on aboutisse à la cardiomyopathie du périportum. Donc, il y a le stress hémodynamique, il y a toute une série de facteurs de différents ordres qui peuvent intervenir comme facteurs de risque et provoquer l'apparition de la cardiomyopathie du périportum. Vous voyez, par exemple, l'inflammation. On a souvent retrouvé chez ces patients des facteurs, des substances qui traduisent l'inflammation, comme par exemple la TNF. Mais, enfin, je reviendrai là-dessus, mais des facteurs auto-immuns. Chez ces patients qui ont fait une cardiomyopathie du périportum, on a souvent noté la présence d'anticorps contre toutes les structures du myocarde. Parfois, par exemple, on va avoir des anticorps anti-myosine, des anticorps anti-actine, des anticorps anti-mitochondriaux, etc., etc. De même, chez certaines patientes, on a pu parfois noter l'existence dans les antécédents d'une sorte de myocardite, par exemple une myocardite virale. Les facteurs environnementaux, les carences nutritionnelles, les habitudes sont autant de facteurs de risque qui peuvent provoquer l'apparition de cette cardiomyopathie hypertensive. Le diagnostic d'HTA avec même prééclampsie aujourd'hui n'exclut pas le diagnostic de cardiomyopathie du périportum. Cela peut être simplement considéré comme un facteur de risque ou éventuellement comme une comorbidité au cours de la grossesse. Et évidemment, normalement, la multiparité est un facteur de risque. Mais de loin,
L'hypothèse la plus intéressante, c'est celle de la cardiomyopathie induite par un facteur issu du clivage de la prolactine que l'on appelle le 16-KDA prolactine. Alors, c'est l'hypothèse la plus intéressante. Donc, nous allons nous y arrêter un petit moment. Alors là, malheureusement, je n'ai pas le slide, c'est en français que je l'ai, mais on va en parler. Donc, on admet seulement, il est prouvé qu'à la fin de la grossesse, il y a un stress oxydatif important, évidemment, qui va diminuer rapidement dans le postpartum immédiat. Ce stress oxydatif va se transformer en véritable orage oxydatif chez les patients qui développent une cardiomyopathie du périportum. Et ce stress oxydatif va provoquer l'activation d'une substance, d'une enzyme que l'on appelle la catepsine D, qui se trouve à l'intérieur des cardiomyocytes. Donc, c'est une enzyme intracardiomyocytaire. Cette catepsine D activée va à son tour provoquer le clivage de la prolactine en libérant donc un facteur que l'on appelle la 16-KDA prolactine qui a des effets délétères extrêmement importants sur le muscle cardiaque, va provoquer un effet angiostatique et apoptotique sur les cellules endothéliales des vaisseaux capillaires intramyocardiques, et tout ceci donc va altérer le fonctionnement de ces capillaires, va altérer in fine le fonctionnement des cardiomyocytes, et tout ceci va aboutir à la cardiomyopathie du périportum. Je dirais que c'est aujourd'hui plus qu'une hypothèse, c'est des éléments de plus en plus conclus. Et quels sont les éléments qui permettent réellement de retenir cette hypothèse, non plus comme simple hypothèse, mais comme élément vraiment de la physiopathologie, peut-être pas de façon exclusive. C'est d'une part, on a pu avoir un modèle murin qui présente un peu ce même tableau, et on a retrouvé effectivement des facteurs qui montrent qu'il y a une accentuation du stress oxydatif, en particulier une augmentation des LDL, des lipoprotéines de faible poids moléculaire oxydées, parce que cela traduit l'augmentation du stress oxydatif. De plus, l'utilisation de la bromocriptine, qui est un antagoniste de la prolactine, chez ces souris-là, bloque le développement de la cardiomyopathie du périportum. Et sur le plan humain, on a fait des expérimentations thérapeutiques qui montrent que la bromocriptine apporte un plus, permet de mieux contrôler l'évolution de la maladie. Par exemple, dans les cas, on a comparé deux séries avec et sans bromocriptine, la récupération était beaucoup plus importante dans la série avec bromocriptine que dans l'autre. Donc, c'est une hypothèse vraiment intéressante. En ce qui concerne, je reviens un petit peu sur l'inflammation, la dysimmunité, l'infection, on a effectivement, comme je dis, la génétique, on a effectivement trouvé des cas, je ne parle pas
maintenant de la génétique, mais on n'a jamais pu établir un réel, comment, une réelle causalité, un réel rapport de cause à effet avec ces facteurs et le développement de la cardiomyopathie. Donc, on les considère plutôt comme des facteurs de risque. Alors, maintenant, la question la plus intéressante, c'est qu'est-ce qu'on fait finalement? Par exemple, une question importante, nous n'avons pas été confrontés heureusement à cette situation, mais comme je vous l'ai dit, les premières manifestations de la cardiomyopathie du péripartum peuvent apparaître dans le dernier trimestre, donc avant l'accouchement. Alors, que faire? Les recommandations, par exemple, de la Société européenne de cardiologie. Si le col est encore fermé et si il y a une défaillance cardiaque congestive de classe supérieure à 1, il n'y a pas d'hésitation, il faut faire une césarienne. Par contre, si le col est déjà pleinement dilaté et que la congestion, le tableau de défaillance cardiaque congestive est de classe 1, à ce moment, on peut laisser se dérouler le travail et l'accouchement par voie basse. Maintenant, le gros problème, c'est quelles sont les recommandations qu'il faut faire à une femme qui a eu déjà une poussée de cardiomyopathie du péripartum, qui en a échappé et qui souhaiterait avoir une grossesse supplémentaire. Vous savez que c'est un grave problème chez nous et on ne peut pas interdire. Il faut informer, il faut essayer de convaincre, mais quoi qu'il en soit, nous avons la responsabilité, même lorsque la patiente ne suit pas nos recommandations, de l'encadrer le mieux possible durant toute sa grossesse. Alors, si cette femme, par exemple, a des séquelles de sa cardiomyopathie du péripartum, par exemple, une fraction d'éjection qui se situe entre 40 et disons, aux environs de 50%. Et il faut mettre en garde cette patiente contre, par rapport à ce qui peut arriver si elle a une nouvelle grossesse. Si la fraction d'éjection est inférieure à 50%, il faut contre-indiquer une nouvelle grossesse. Donc, si vous êtes aux environs de 50, et il faut savoir que même lorsque il y a une récupération complète, des études complémentaires ont quand même montré qu'il y avait chez ces femmes-là une diminution de la réserve contractile. Donc, il faut toujours faire attention. Ça reste quand même une grossesse, selon les cas, plus ou moins risquée. Une autre question qui se pose. Vous avez une femme qui est enceinte, déjà enceinte, et elle a déjà fait une cardiomyopathie du péripartum, et au cours de la nouvelle grossesse, son état cardiaque se détériore avec une fraction d'éjection qui devient inférieure à 50% durant le premier ou le deuxième trimestre de la gestation. Il faut interrompre la grossesse. Je sais que c'est très difficile, c'est des décisions très difficiles à prendre qu'il faut évidemment partager avec la patiente et
son conjoint, parce que le risque de décompensation cardiaque devient extrêmement élevé, rédhibitoire, car le pronostic maternel à ce moment est sérieusement en jeu et c'est une femme qui risque de mourir si on laisse évoluer les choses. Ouais, donc, c'est des problèmes sérieux, des décisions graves. Je dois vous dire que dans notre série, évidemment, je n'ai pas rapporté, nous avons plusieurs patients qui sont tombés enceintes à nouveau après leur cardiomyopathie du périportant et fort heureusement qui nous ont consultés quand même pour avoir notre avis et fort heureusement tout jusqu'à présent s'est bien passé. Voilà en gros l'équipe, c'est la même équipe qui nous a permis de produire également ce travail. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour les questions que vous souhaiteriez poser et les commentaires que vous pourriez faire. Merci. Merci. Merci beaucoup, Dr. Malbranche, et je vous présente aussi toutes mes félicitations pour cette brillante présentation. Je veux rappeler à l'auditoire que cette présentation fait suite à la conférence du 30 mars écoulé, où Dr. Malbranche nous avait entretenu du profil épidémioclinique des cardiomyopathies chroniques en Haïti. Et aujourd'hui, il a voulu poursuivre avec, en nous entretenant d'une des étiologies importantes et graves de ces cardiomyopathies chroniques. Donc, je pense que tout le monde a bénéficié déjà de sa présentation, mais nous allons maintenant ouvrir les débats et vous permettre de poser vos questions ou bien de faire vos commentaires. Mais Dr. Herman Robin, dès le début, avait demandé la parole. Nous allons lui passer la parole tout de suite avant de lire les autres questions sur le chat. Merci, Dr. Delaunay. Et bon, je ne peux pas dire félicitations. Je suis trop peu pour féliciter Dr. Malbranche. Je dois dire tout simplement merci beaucoup pour maintenir la flamme malgré la déchéance et toutes sortes de vicissitudes qui nous assaillent chaque jour dans ce pays. Et comme toujours, il a été brillant et a fait une présentation avec maestro. Docteur Malbranche, ma première question serait autour de, on n'a pas, malgré toutes les statistiques, et il n'y a pas eu de différenciation entre urbain et rural dans la cohorte, qui serait aussi intéressant. Et dans la gestion des cas, dans le cas où le problème apparaît autour du premier et deuxième trimestre, quelle sorte de management qu'on peut faire, puisque la mère est en danger, pour au moins sauver le fœtus ou le bébé après le deuxième trimestre, pour voir au moins si on peut faire un accouchement prématuré. Merci. Alors, comment je réponds? Oui, docteur Malbranche, vous avez le micro. Bon, oui, la première question faisait allusion en fait au mode de recrutement parce que nous fonctionnons plutôt en zone urbaine, en zone métropolitaine et évidemment, nous n'avons pas un recrutement à large et en particulier en zone rurale.
Cependant, je vous ferai remarquer que, parce que l'étude de Feld, c'est 2006, près de 20 ans après, nos malades, en gros, ressemblent totalement, comme je disais, aux malades de Feld. Il avait peut-être une série où les cas étaient plus évolués, plus avancés, mais c'est globalement le même pattern. Donc, en combinant ces deux études, on voyait aussi l'étude de HUM, mais qui n'a pas étudié spécifiquement les cas de cardiomyopathie du périportum, on peut dire que le tableau présenté, en fait, couvre l'ensemble de la population. On peut dire que c'est la présentation de la cardiomyopathie du périportum en Haïti. C'est ce que je peux répondre à la première question. À la deuxième question, j'ai évidemment abordé, j'ai répondu à cette question. Je dis, si les manifestations, la question que vous posez, puisque vous parlez du premier ou deuxième trimestre, la question que vous posez concerne en fait les femmes qui ont déjà eu une grossesse antérieure avec une cardiomyopathie du périportum, qui ont une seconde grossesse avec déjà au départ des facteurs de mauvais pronostic et les choses se dégradent. Il n'y a pas d'hésitation, évidemment. Quand je dis il n'y a pas d'hésitation, c'est des décisions lourdes à prendre parce que le pronostic maternel est engagé. Donc, dans ces conditions, que l'enfant soit déjà viable, non, il faut interrompre la grossesse. C'est impératif. Voilà, c'est fondamentalement ce que je peux répondre. Donc, c'est là. Vous savez bien que, en principe, et au départ, c'est la mère. Il faut interrompre, donc, toutes les façons, là, en grossesse. Évidemment, ça ne peut pas être une décision, c'est pas une décision forcée, carcérale. Il faut discuter, il faut convaincre le plus possible. Brunel? Allô? Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Je pensais que Brunel allait continuer. Nous avons aussi une intervention du docteur Roger Jean-Charles. Et donc, il veut faire une intervention. OK. Oui, OK, d'accord, merci. Woody, félicitations, hein, c'est très bien. C'est une présentation assez intéressante et puis très instructive aussi. Hein. Mais quand même, j'ai des commentaires à faire tant du point de vue clinique que du point de vue paraclinique, mais aussi thérapeutique. Alors, puis aussi, j'ai une ou deux questions du point de vue de traitement ou bien de paradigme pour le traitement de cette pathologie. Du point de vue clinique, j'ai bien apprécié les informations que tu as présentées comme données à avoir pour de données à avoir. Mais du point de vue d'histoire aussi, hein, je pense que je vois que tu as mentionné que c'est 23% de tes patientes qui avaient l'hypertension artérielle. Ça m'étonne un petit peu. J'aurais cru, j'aurais espéré un chiffre beaucoup plus élevé du point de vue de gens avec l'hypertension artérielle, mais je dois dire aussi, c'est même dans le tableau clinique, je n'ai pas vu mentionner le chiffre de tension artérielle, parce que ça, c'est tout à fait important. Et du point de vue, toujours du point de vue clinique, il y a pour moi, c'est très important
de mentionner l'indice de masse corporelle, parce que, et ça, c'est aussi important, surtout de ces jours-ci, on voit tant de femmes en Haïti et qui prônent ce qu'on appelle le gros dada comme une attraction. Donc, alors là, l'indice de masse corporelle, c'est assez important d'avoir comme données cliniques. De même aussi, hein, c'est, je pense, du point de vue de données cliniques, et ce qui est dit dans la littérature, s'il y a une différence de 10 ans à peu près entre des grossesses, ça, c'est comme une c'est considéré comme un facteur de risque. Donc, je pense que là encore, ce serait intéressant d'avoir de ces données dans le tableau clinique. Du point de vue paraclinique, la dernière fois, j'avais mentionné comment c'était important d'avoir, j'ai vu que tu as mentionné l'hémogramme, puis et fonction rénale, et puis, mais je pense aussi que c'est très important d'avoir des données sur la vitesse de sédimentation, parce que là, ça pourrait mettre sur la piste de possibilités de maladies auto-immunes, tels que lupus, tels que antiphospholipide syndrome. Et je pense que ça, c'est une donnée importante à avoir dans le dossier de la vitesse de sédimentation. Excusez-moi, docteur Jean-Charles, il faudra être un petit peu concis, s'il vous plaît, parce que nous avons d'autres questions aussi. Merci. Mais alors, c'est pas assez concis, ça. Je pense que ce sont des données importantes. Hein? Non, je ne dis pas que ce n'est pas important. Je rappelle qu'il y a d'autres interventions aussi. D'accord. Il faut penser aux autres. Oui, merci. Et puis aussi, du point de vue de traitement aussi, hein, je vois que ce qu'on utilise, c'est l'anapril, je pense qu'il ne faudrait pas prendre ça. Dans le postpartum, ça va. Mais du point de vue de traitement pour cette pathologie, si la personne durant la grossesse, ça c'est quelque chose à tout à fait éviter. Et puis en même temps aussi, hein, j'allais te demander quel que tu penses de l'utilisation de l'utilisation de l'aspirine, hein, comme faisant partie de l'arsenal thérapeutique. OK. Je peux répondre? C'est tout. Je m'arrête là parce qu'il ne veut pas que je parle trop. Non, docteur Jean-Charles, c'est juste pour faire profiter aux autres aussi. Merci beaucoup de votre intervention. Docteur Jean-Charles, il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas dans la théorie, là. C'est une étude pratique qui consiste à donner les chiffres que nous avons. Ils peuvent varier par rapport aux données de la littérature, mais nous donnons des chiffres. Nous ne sommes pas dans un exposé théorique. Alors, je tiens à signaler que en parlant des 23%, j'ai parlé d'hypertension artérielle gravidique, pas de l'hypertension artérielle pré. Je parlais de l'hypertension artérielle gravidique. Et même si, dans le travail de fait, c'est bien précisé, lui, il disait que même si une patiente a une tension artérielle supérieure à 140 par 90, s'il n'y a pas des signes qui pourraient montrer que cette hypertension a un rôle à jouer dans la cardiomyopathie du péripartum, par exemple, s'il n'y a pas, je donne un exemple, par exemple, s'il n'y a pas d'hypertrophie ventriculaire gauche électrique ou échocardiographique, il considère que c'est une comorbidité et il maintient le diagnostic de cardiomyopathie du péripartum. C'est vrai qu'on pourrait faire des tas d'autres examens. La dernière fois, tu as parlé de l'homocystéine dans un autre contexte. Il ne faut pas oublier que malheureusement, le peu de financement que nous avions ne permettait pas de prendre en charge l'ensemble du spectre biologique que nous voulions explorer. Pour nous, les choses importantes, c'était la fonction rénale. Parce que nous savons bien que la fonction rénale non seulement complique, mais peut être la cause. L'hémogramme, parce que nous savons qu'une anémie peut aggraver considérablement le tableau de l'insuffisance cardiaque. Le HIV, vu sa fréquence,
en fréquence en Haïti, et compte tenu du fait que s'il y a une sérologie positive, pour éviter tout débat, nous préférons nous écarter, même si nous sommes convaincus qu'en fait, en dépit de cette sérologie positive, la malade a développé une cardiomyopathie du périportum. Et oui, comme je dis, c'est pour ça que je dis, nous rapportons des données personnelles, des données que nous avons recueillies. C'est une étude scientifique. Nous avons utilisé l'énalaprine parce que nous n'avons pas eu à soigner des femmes que nous avons vues avec la cardiomyopathie du périportum pendant le dernier trimestre de leur gestation. Toutes les patientes que nous avons soignées étaient en postpartum et nous n'avions donc pas de raison de ne pas utiliser l'énalaprine. Ensuite, l'aspirine. Comme vous avez vu, c'est une pathologie à haut potentiel thrombotique. Nous avons eu 7% de malades à avoir un thrombus intracavitaire. Et voilà pourquoi, quand tu regardes le tableau, nous avions près de, je crois, 20-25% de nos malades qui étaient sous warfarine. Et il y en avait aussi qui étaient sous Lovenox. Évidemment, on pourrait peut-être considérer l'aspirine comme l'antithrombotique du pauvre, la personne qui ne peut pas se payer le Lovenox, enfin, une héparine de bas poids moléculaire parce que c'est très cher, la personne qui ne peut pas s'astreindre à faire des contrôles périodiques de leur INR. Ils ne pourront pas à ce moment, bon oui, mais en principe, ces malades devraient être anticoagulés. Voilà un peu les éléments que j'apporte par rapport à ta question. En tout cas, je te remercie. C'est bien de stimuler les débats. Et je suis toujours à ta disposition. Merci. Nous avons une main levée de Martine Dufresne, mais nous allons lui demander de patienter un petit peu parce que nous avons quelques questions aussi par la messagerie. Docteur Malbranche, il y a beaucoup de félicitations et de remerciements qui vous sont adressés pour cette conférence, qui est très appréciée par nos participants. Et j'ai une question de Joseph Ancio qui demande la bromocriptine et anxiolytique faisait-il partie de la thérapie? Non. À un certain moment, nous avions envisagé de faire une petite étude avec la bromocriptine. Mais il nous fallait des fonds, et nous n'avons pas pu le faire, d'autant plus qu'il est impératif. Donc, lorsqu'on fait un traitement à la bromocriptine, de mettre ces patients-là, là, on ne peut pas ne pas le faire. On peut prendre la chance dans les autres cas, mais on ne peut pas ne pas le faire. Donc, de mettre ces patients sous traitement antithrombotique, en particulier l'héparine de bas poids moléculaire. Comme nous avions beaucoup de difficultés pour gérer économiquement ces patients, nous avons retardé. Mais si nous trouvons une équipe qui peut éventuellement s'associer à nous pour faire cette étude, nous serions très disposés à la mener conjointement avec notre équipe. Merci. Une autre question, Dr. Malbranche, de Natacha Antoine, qui voudrait savoir si parmi les facteurs de risque, est-ce que les carences nutritionnelles ne sont pas plus fréquentes en Haïti? Et deuxième question, est-ce que la prise en charge précoce est liée au fait que la récupération quasi totale, ou du moins au fait de la récupération, bon là, la question n'est pas complète. Si Natacha Antoine veut intervenir. La question. OK. Bon, alors premièrement, oui, les carences en micronutriments et les carences nutritionnelles diverses, d'ailleurs, je l'ai signalé, et quand j'ai parlé des facteurs environnementaux, jouent un rôle indiscutable. Cependant, il faut savoir que, par exemple, il y a
un facteur qui a beaucoup été incriminé, c'est le déficit en sélénium. Nous n'avons pas fait cette étude nous-mêmes, mais fait à étudier cette question et n'a pas retrouvé chez ces 98 patientes ce déficit en sélénium. Mais c'est sûr, ça reste, comme pour les cardiomyopathies à large, comme je l'ai démontré, comme je l'ai montré la dernière fois, ça reste malheureusement une maladie de la pauvreté. C'est fondamental, essentiel. Dans mon expérience de praticien en médecine privée, je ne pense pas avoir rencontré de cas de cardiomyopathie. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais définitivement, c'est aussi une maladie et qui frappe fondamentalement les classes défavorisées de la population. Merci. Alors, nous allons, peut-être que Natacha Antoine peut compléter son intervention. Et après, nous passerons la parole à Martine Dufresne et à Judith Exantus. D'accord, merci beaucoup. Je remercie encore le docteur Malbranche pour sa brillante présentation. Et pour la deuxième question, j'ai demandé est-ce que le fait de la prise en charge, est-ce que quand la prise en charge est précoce, est-ce que c'est lié au fait que les patients récupèrent de façon totale? Est-ce que dans l'étude, on a vu que plus qu'on faisait la prise en charge et précocement, plus on avait les récupérations totales, ou bien est-ce qu'il n'y a pas vraiment un... Non, je ne... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand même une pathologie quand même très particulière. C'est l'une des seules, je n'en vois pas d'autres pour l'instant, pathologies où l'insuffisance cardiaque, en quelques semaines maximum, vous voyez quelqu'un, parfois même en quelques jours, vous voyez une femme qui était en bonne santé apparente passer d'un stade 1 à un stade 3 ou 4. C'est une première caractéristique. Et deuxième caractéristique, c'est l'une des pathologies où on peut assister heureusement à une évolution extrêmement favorable en quelques mois. Bon, la prise en charge, de toute façon, joue un rôle. Plus elle est précoce, certainement, mieux la patiente risque. Mais établir des données statistiques, pronostiques par rapport à la précocité de la prise en charge, je ne m'avancerai pas. Je n'ai pas les données moi-même. Merci. Nous allons passer le micro à Martine Dufresne. Bon, si elle n'est pas prête, nous avons le docteur Judith Exantus qui voulait intervenir. Merci beaucoup de me passer la parole. Bonsoir à tous. Merci en tout premier lieu au FMC qui nous donne l'occasion de rester vraiment au niveau de la science, comme on dit. Et merci au docteur Malbranche pour sa brillante présentation, comme d'habitude. Et j'ai raté je pense là où le docteur Malbranche abordait la population. Donc, docteur Malbranche, en pédiatrie, nous avons eu j'aurais dit ces 18 derniers mois, en tout cas pendant la période Covid, nous avons eu 2 ados, deux jeunes mères, grossesse précoce, qui ont développé une cardiopathie du péripartum. Et pour l'une d'entre elles, et au fait, la médecine interne avait évoqué postpartum parce qu'on n'avait pas pu trouver d'antécédents vraiment juste avant la grossesse, mais l'une des deux avait donné naissance à la maternité de la HUH. Mais l'évolution, pour la toute dernière, dont Dr Noisette, je pense qu'il est aussi branché, doit se souvenir bien du dossier. Elle avait présenté une insuffisance rénale. D'abord, la prise en charge n'a pas été faite comme il faut. Après l'accouchement, il y a eu une prise en charge au début en médecine interne, pas en pédiatrie. Ensuite, la maman, elles ont disparu de la circulation et elle est retournée
La dernière est retournée en pédiatrie avec un tableau d'insuffisance rénale et qui était déjà terminale et qui a dû être dialysée pendant quelques mois et on l'a perdue. Au fait, je voudrais savoir par rapport à ton groupe et l'âge le plus, enfin, les femmes les plus jeunes, quoi, le plus jeune âge, c'était autour de quoi? Parce que je crois que tu as dit par rapport à, comme facteur de risque, l'âge est aussi un facteur, non? Bon, l'âge, oui, et plus Ça veut dire le plus jeune âge? Nous avons une jeune, qu'est-ce que dire, une jeune enfant qui a accouché à 15. OK. Et ta population s'est arrêtée à quel? Je me demandais, est-ce que l'âge moyen de la population, c'est... Non, au fait, ta période ta période de suivi. Non, je voulais savoir, est-ce que ces deux-là étaient dans ton groupe ou bien c'était avant? Non, c'est un seul cas qui était âgé avant de COVID. Avant COVID? Pardon? Oui, avant C'était COVID. avant COVID? OK. Avant COVID. Et, malheureusement, c'est une évolution malheureusement dramatique, c'est que cette petite, malheureusement, a été chassée de chez elle par la famille. C'est grave, ce genre de choses. Elle s'est retrouvée toute seule et malheureusement, elle n'a pas survécu, malgré que nous l'avions pris en charge. Hein. Ah, c'est tout. Grave. Hein. Donc, vous voyez, c'est des choses quand même dramatiques, mais qui sont relativement monnaie courante chez nous. Pas forcément pour la cardiomyopathie du péripartum, mais dans d'autres cas. Alors, nous n'avons pas eu, alors le cas est un petit peu spécial, ton cas, parce que nous n'avons jamais eu de cas d'insuffisance rénale. Parce que c'est une maladie qui se développe tellement vite, à moins de ne pas prendre en charge du tout. Je me demande si cette insuffisance rénale n'était pas préexistante, pas au stade où elle a évolué après, mais je me demande s'il n'y avait pas un facteur préexistant, parce que quand même, ça prend un certain temps, le développement d'une insuffisance rénale pour arriver au stade terminal. Au fait, quand elle est revenue, excuse-moi, quand elle est revenue, enfin la toute dernière, quand elle est revenue, elle avait déjà plus de 5-6 mois. Au fait, la maman, elle était démaciée, donc ils ont compris qu'il fallait, les parents ont été avec elle. Bon, peut-être, elle était aussi adolescente à l'école. Peut-être ils n'acceptaient pas ce qui est arrivé non plus à leur enfant. Elle avait été en province, quoi. Elle a été prendre des feuilles, etc. Question de l'aider. Et quand ils ont compris que ça n'allait pas, un médecin feuille leur a dit de retourner à l'hôpital. Donc, elles sont venues à l'hôpital général, mais c'était déjà plus de 5-6 mois après l'accouchement. Donc, je pense que la prise en charge... Une question, vous l'aviez eu au départ, c'est-à-dire tout de suite après, quand elle a commencé à développer sa pathologie cardiaque ou pas? Non, nous, en pédiatrie, non. Mais la maternité, d'après ce qu'on avait compris, la maternité avait appelé la médecine interne. Mais quand elle est venue en pédiatrie, la médecine interne, par rapport à l'âge, 16 ans, nous l'a envoyée en pédiatrie. Mais elle était déjà à un stade très, très avancé. Là, on ne l'a pas dialysée tout de suite. Là. La dialyse a dû être commencée plus de 3 mois, 2 mois et demi à 3 mois après. Bon, je ne me souviens pas exactement de la période, quoi, mais à son arrivée en pédiatrie, c'était le problème cardiaque qui nous avait beaucoup tourmenté. Donc, ça commence tout. Nous, c'est 15 ans la malade. On a eu à peu près 7% des cas en dessous de 20 ans. 7%. Okay. Oui, c'est beaucoup. D'accord. OK. Merci, Dr. Xantus. Je passe le micro rapidement à Amandine Dufresne, si elle est prête à intervenir finalement. Bon, toujours pas, apparemment. Martine Dufresne. Bon, alors, passons à une autre question du côté de la messagerie. J'ai une question de Mme Réveil Jean-Baptiste qui remercie pour le partage.
Et sa question, c'est est-ce que les règles d'éthique ont été respectées dans cette étude et si oui, comment? Absolument, absolument. La confidentialité est totalement respectée et les gens étaient venus chercher des soins, ils ont accepté les conditions. Il n'y avait pas de problème du tout. Okay, nous avons aussi... Et on a eu, comme il n'y a pas de comité d'éthique à l'hôpital, c'est la direction de l'hôpital qui nous a donné le feu vert pour l'étude. Le but de l'étude, c'était de prendre en charge ces patients et de les traiter correctement. Nous avons recherché des fonds, nous avons obtenu, comme je l'avais montré la dernière fois, des fonds pour leur prise en charge. Oui, ça, parce que, comme vous l'avez vu, 100% des malades avaient leur échographie. Nous ne faisions pas d'échographie à l'hôpital, donc ça a été fait en privé. Nous, 100% pratiquement avec tous les examens. C'est au niveau des examens de laboratoire que nous n'avons pas pu avoir pour 100% des malades, pour ces raisons économiques, des examens. Donc, en fait, il n'y a pas eu de problème d'éthique. Et la grosse question, c'est la confidentialité. Il n'y a que les médecins qui s'occupent des malades à l'unité, parce que les données sont informatisées de façon anonyme, un numéro. Merci. Et dans cette même lancée, il y a Mionta Louis qui demande justement qu'en est-il du consentement éclairé, dont on n'a pas tellement parlé pendant la présentation. Bon, les malades sont venus chercher des soins et nous leur avons donné des soins. Au départ, nous n'avions pas, comment dirais-je, d'intention de faire des études particulières. C'est les traitements en cours qui ont été appliqués. Le jour où on fera la bromocriptine, là, le problème se posera. C'est les traitements qui ont été appliqués, c'est les examens qui devaient être faits, qui ont été faits. Il n'y a pas eu de recherche fondamentale à proprement parler. Merci. Nous avons deux questions de Delvoye qui remercie pour la présentation. La première question, dans votre littérature, j'ai vu qu'il s'agit surtout de pays africains. Avez-vous des données pour les femmes caucasiennes en ce qui concerne l'âge moyen de 30 ans? Et la deuxième question, c'est pourquoi, d'après vous, des femmes aussi jeunes développent une cardiomyopathie en fin ou au début de grossesse, mais pas des femmes d'âge moyen de 40 ans. Bon, je n'ai pas bien compris la deuxième question. Non, je disais les chiffres, c'est dans les pays, disons, en voie de développement, où il y a des problèmes de carence nutritionnelle, le plus souvent qu'on trouve ce genre de pathologie. Il y a très peu d'études et très peu d'études multicentriques et ce sont le plus souvent des études unicentriques. Par exemple, des chapelles. Même en Europe, même vu la rareté de ces maladies, même aux États-Unis, il y a très peu, et comme je vous dis, c'est 1 pour 3000 et 4000 naissances vivantes. Nous, c'est 1 pour 300. Mais même, vous voyez, si on prend les chiffres de façon absolue, vous voyez qu'en 5 ans, évidemment, nous n'avons pas tout vu, nous n'avons pas la prétention d'avoir soigné toutes les patients qui ont cette pathologie. La preuve, c'est que vous voyez, il y a des malades qui sont venus en pédiatrie, même si elles ont 16 ans. Il y a, et même lorsqu'elles sont venues en médecine, on ne réfère pas toujours à l'unité de cardiologie. Ça, et malheureusement, c'est comme ça. Mais en général, bon, nous avons des femmes, nous avons, je pense, 4%, il faudrait que je retrouve, qui ont plus de 40 ans. Hein, mais parce qu'au-delà de 40 ans, le nombre de grossesses diminue, le nombre de femmes enceintes
diminue. Il y en a, et chez nous, il y en a beaucoup, mais c'est beaucoup moins que la fourchette comprise entre, disons, entre 20 ans et 35 et 40 ans. Mais nous avons des cas, j'ai rapporté. Au contraire, l'âge avancé ou bien l'âge très précoce sont des facteurs de risque de développement de la maladie. Merci. J'ai l'impression que Martine Dufresne est prête pour son intervention. Bon, c'est pas Martine Dufresne, c'est Martine Delaunay, pardon. Oui. Bon, je voudrais dire merci beaucoup au docteur Malbranche pour la présentation et je m'excuse d'être arrivée un petit peu tard, mais j'ai vraiment profité de toutes les informations qui ont été divulguées et j'ai vraiment surtout apprécié 2 points particulièrement dans votre intervention lorsque vous avez fait note de l'état émotionnel de cette jeune fille que malheureusement qu'on a perdue, qui était toute seule et tout ça. Et je pense que ça a joué encore un facteur très important dans l'évolution de sa maladie. Aussi, j'ai apprécié quand on a fait l'intervention sur les carences nutritionnelles. Il faut bien faire une relation entre la population qui a été étudiée et le risque de carence nutritionnelle, particulièrement l'anémie fériprive, qui est très proéminent dans cette population. Ce que je voudrais dire, c'est que si on fait une connexion directe avec les changements physiologiques qui arrivent au cours de la grossesse et particulièrement les changements hémodynamiques, si pour une raison ou pour une autre, particulièrement pour des raisons émotionnelles ou bien de carence nutritionnelle, la personne ne boit pas assez et puis le cœur aura beaucoup plus de travail à faire. La personne manque de fer, l'oxygène ne sera pas bien transporté par les globules rouges. Tout ça va causer des risques de facteurs pour aggraver les pathologies. Et je sais qu'en Haïti, la situation économique et financière est très précaire. Donc, si en tant que médecin, nous insistons surtout sur au moins l'apport de nutriments, parce que ce n'est pas toujours que les gens vont trouver ni les médicaments, ni un docteur vraiment qui sait exactement ce qu'il doit faire en ces cas-là. Je ne dis pas que c'est... il y a beaucoup de carences en Haïti, non seulement de l'administration, etc., financier. Donc, nous-mêmes, en tant que médecins qui sont bien avisés, donc, si nous insistons un petit peu sur la physiologie de la grossesse en encourageant la réhydratation, surtout pour les femmes enceintes qui sont à risque ou bien qui ont déjà des situations préexistantes que nous savions avant leur grossesse, nous pouvons éviter ou bien probablement peut-être empêcher des complications pour arriver jusqu'à la mort. En termes d'anémie fériprive, il y a des suppléments qui probablement ne seront pas disponibles, mais par exemple, la feuille de moringa est riche en fer et en protéines. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait vraiment présenter. Donc, je parle ainsi surtout parce que j'ai fait une spécialisation en médecine fonctionnelle aux États-Unis. Donc, c'est pour cela que je parle ainsi. Je pense que ce sera vraiment bien pour les médecins de présenter ces options-là aux patientes parce que ça fait quand même de la peine d'entendre comment on perd nos patients et rapidement. Moi, personnellement, j'en ai vu de ces cas en Haïti quand je pratiquais. Et puis ici, je vois que aux États-Unis, la prise en charge est faite de manière très holistique pour certains. Donc, ça augmente le risque de survie et de réussite dans ces cas-là. Merci encore et j'espère que j'ai apporté un petit peu plus d'informations à Natacha Antoine qui, j'ai vraiment apprécié sa question, qui voulait parler de la prise en charge précoce, mais en rapport aux carences nutritionnelles. C'est ce que j'avais compris de sa question. Donc, j'espère que ça a aidé quand même. Merci beaucoup. C'est intéressant ce que vous dites. Bon, évidemment, il faudrait sensibiliser parce que nous voyons les malades quand
quand elles ont déjà le problème, il y aurait toute une action menée au niveau des gynécologues, des obstétriciens, les sensibiliser à ce genre d'approche, parce que c'est vrai que les carences, si vous voyez, je suis retourné sur ce schéma, parce que ici, vous voyez, il y a environnement, carence, habitude, tout ça, c'est des facteurs de risque extrêmement importants. Et ce n'est pas étonnant que ça soit une maladie liée à la pauvreté. Toutes les carences que nous connaissons, même s'il y a d'autres facteurs de risque, mais chez nous particulièrement, moi je suis convaincu, c'est les facteurs environnementaux, les carences et les habitudes qui conduisent le plus souvent les femmes à développer cette pathologie. Merci, Dr. Malbranche. Nous avons une intervention du Dr. Eunice Derivois-Mérizier. Je n'entends pas le docteur. Oui, Dr. Derivois. OK. Eunice. Non. Dr. Delaunay. Là, j'entends moins bien. Brunel. Merci, Dr. Frédéric. Oui, Dr. Malbranche, ma question, je voulais envoyer sur le chat peut-être, mais pour faire suite à ça va peut-être faire suite à ce que disait Martine. Et je vous demandais quelles seraient vos recommandations à faire à nos femmes pour éviter ou bien prévenir ces cardiopathies du péripartum. Ces jeunes femmes qui vont être enceintes, avant même d'être enceintes, quelles seraient les recommandations à leur faire? Bon, c'est-à-dire que, première chose, il faudrait un bon suivi prénatal. Il faut évidemment que ces patientes aient la capacité, comment dirais-je, de pouvoir s'alimenter correctement, de prendre des suppléments en vitaminiques au besoin, de corriger. Il faut détecter suffisamment tôt l'anémie. Ce sont des facteurs de risque. Je ne dis pas que ce sont les causes, mais ce sont des facteurs de risque qui mettent les femmes enceintes en état de faiblesse, donc en situation de moins bien se défendre contre toute agression pendant cette période de grossesse. Et il faudrait surtout former toutes les équipes de soins, c'est très important, quel que soit le niveau, l'échelon auquel ils interviennent, pour savoir détecter le plus rapidement possible les premières manifestations de ces insuffisances cardiaques et les référer le plus rapidement. Évidemment, nous manquons de structures et d'accueil. Il faudrait parallèlement que au moins dans chaque hôpital régional, dans chaque hôpital départemental, qu'il y ait des équipes formées pour pouvoir détecter, prendre charge suffisamment tôt de ces patients, ça pourrait quand même aussi aider. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé de la précocité, de la prise en charge. Oui, c'est important. Donc voilà les recommandations que je pourrais faire. Merci, Dr. Malbranche. Et nous revenons à Natacha Antoine qui demande, en termes de médication, si la femme est encore enceinte et qu'on ne peut pas utiliser l'énalapril, par quoi peut-on le remplacer? Bon, l'association hydralazine et nitrate à longue durée d'action peut être une option intéressante. Et on peut continuer à donner évidemment les diurétiques, mais en faisant attention, parce que pendant la grossesse, l'utilisation de diurétiques peut diminuer le flux placentaire. Il ne faut pas non plus donner des anti-aldostérone, donc il faut ne pas utiliser. Ça est très important à retenir, les IEC, les ARA2, la spironolactone, ce sont des médicaments à éviter.
Voilà, voilà ce que je dis. Oui, j'écoute. OK. Nous avons une question de... Et pardon, la warfarine aussi. Hein. Oui. OK. Nous avons, Georges demande, quels médicaments utilisez-vous pour remonter la tension chez les femmes qui sont hypotensives? Bon, si la femme est en état de choc, c'est dobutamine lorsque nous avons la dopamine ou la dopamine que nous avons pour faire le traitement du choc. J'ai parlé d'hypotension, je n'ai pas parlé de choc tout à l'heure. Je dis que ça compliquait un petit peu la prise en charge thérapeutique. Dans notre série, il y avait à peu près 30% de femmes qui avaient une tension qui était aux environs de 8, 9. Donc, ça gêne un petit peu. Merci. Nous avons Moïse Rose qui demande... Si la femme est en choc, il faut traiter le choc. Oui. Moïse Rose demande si la patiente récupère totalement cliniquement et si on note une amélioration des paracliniques, est-ce qu'on peut discontinuer les traitements? Sinon, quand pourrait-on le faire? Bon, c'est une belle question parce qu'en fait, il n'y a pas de critères strictement définis. Et on hésite. Mais dans notre série, lorsque la patiente a récupéré totalement au plan clinique et encore plus au plan échocardiographique, nous arrêtons le traitement. Mais nous continuons la surveillance. Nous leur demandons de revenir périodiquement en consultation. Et parfois, malheureusement, et ça ne va pas vous étonner, c'est lorsqu'il y a une nouvelle grossesse qu'on la revoit. On les revoit. Merci. Nous arrivons à une question du docteur Derivoire. Et docteur Derivoire, est-ce que tu veux intervenir directement? Bon, mais je lis la question. Docteur Malbranche, comme a dit quelqu'un tout à l'heure, on ne peut pas te remercier pour cette conférence qui ne pouvait être que brillante et instructive. Ma question, est-ce qu'il y a eu une participation quelconque des obstétriciens à cette étude? Il y a beaucoup d'obstétriciens dans l'assistance. Est-ce qu'ils partagent les recommandations présentées au dernier slide? Non. Malheureusement, non. Alors, je ne vais pas leur faire un reproche. Je vais leur dire que je me suis fait le devoir pour cette conférence-là. Je n'ai pas encore fait pour les cardiomyopathies à l'âge. Je me suis fait un devoir de présenter cette conférence aux résidents de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. J'avais demandé d'ailleurs au chef du service de médecine d'inviter tout le staff et d'inviter les résidents du service d'obstétrique gynécologie. On peut compter, il y avait le chef de service, et on peut compter sur les doigts d'une main les gens qui avaient fait le déplacement. Voilà ce que je peux dire. Ce n'est pas un reproche, c'est une constatation. Mais disons que les gens qui sont intéressés à avoir une copie de cette conférence, ils n'ont qu'à me faire un petit mot et puis je leur enverrai ça avec plaisir. Je n'ai pas de problème pour cela. Donc, si quelqu'un est intéressé, me fait un petit mot. Si quelqu'un est intéressé aussi par la conférence sur les cardiomyopathies à large, je peux lui envoyer ça. J'envoie la forme PDF. Très bien, merci. Et nous avons, ok, on a encore une question. Docteur Malbranche, je suis la secrétaire générale de la CHOG. Est-ce que cela ne vous dérangerait pas de faire cette présentation pour nous? Bon, il n'y a pas de problème. Je suis à votre disposition. Nous avons encore 2 mains levées. C'est encore Martine Dufresne, je ne sais pas si elle veut toujours intervenir, et Dr Derivoire. Sinon, on a épuisé les questions. Brunel? OK, merci.
Merci, docteur Frédéric, docteur Desjean. Merci, docteur. Merci, Fred. Voilà. Et je pense que tout le monde a eu... Moi, je vois que Martine Dufresne a quand même levé la main encore. Ici, il y a une dernière question. Oui, mais elle ne répond pas. Et... Non, là, sa main est restée levée. Mais d'accord. Laissez-moi voir, son micro est ouvert. Elle est peut-être pas disponible, je ne sais pas, mais... OK. Bon, il y a Natacha Antoine qui voudrait intervenir. On a encore une question. Alors, je m'excuse 2 secondes. Donc, je dis à la présidente de la Chambre que je suis tout à fait à sa disposition. Elle n'a qu'à m'écrire n'importe quoi. D'accord. Oui, oui. Merci beaucoup, Dr. Malbranche. Je voulais savoir comment est-ce que je peux vous contacter. Par mail, est-ce que je peux avoir votre email ou autre chose? Oui, mais attendez, bon, de toute façon, je vous donne mon téléphone déjà, c'est le 34 12 40 00. À partir de ce moment-là, vous pouvez m'avoir un WhatsApp et puis je vous envoie mon mail également. D'accord, merci beaucoup, docteur. OK. Oui. Okay. Bon, voilà. Donc, j'ai l'impression que docteur Derivoire voulait quand même dire quelque chose, mais elle n'a pas réussi à nous parler. Bon. OK, mais je pense que, docteur Malbranche, j'ai peut-être une petite idée à partager. Comme vous avez dit que la maladie est surtout liée à la pauvreté, à la misère. Donc, nous avons une grande partie de notre population, la majorité même, qui est exposée à cette pauvreté, cette misère, qui vit dans cette pauvreté et qui se trouve dans les campagnes d'Haïti et un peu partout dans les villages, etc. Mais je voulais dire que il y a des cohortes d'agents de santé communautaires polyvalents qui ont été formés et qui pourraient avoir une formation continue sur ces problèmes de santé et prévoir et aider les gens à prévenir ces différentes complications ou encore ces maladies en leur donnant un encadrement pour leur nutrition, pour des conseils avant d'être enceinte, qu'est-ce qu'on devrait faire, etc., quand voir le médecin. Je pense qu'il faudrait qu'on ait une idée, qu'on ait la volonté de développer la prise en charge communautaire de la population. C'est ce que je voulais ajouter. Oui, et Brunel, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, j'ai dit qu'à tous les échelons des intervenants du système de santé, ils devraient avoir une formation, évidemment, à chacun son niveau, mais il faudrait avoir une formation, il faudrait qu'on soit orienté vers là. Mais là, malheureusement, c'est des décisions d'ordre politique, d'ordre ministériel, mais je pense qu'il faut qu'on continue à faire le plaidoyer pour ce genre d'intervention. Merci. Bon. Donc, je crois qu'il y a encore 2 ou 3 questions qui sont tombées. Est-ce que tu veux les prendre juste avant de fermer? Mais oui, vas-y donc, tu peux les lire pour moi. OK. Alors, il y a Bernadette Touché. En tout cas, merci et compliments au docteur Malbranche. Est-ce que les marqueurs inflammatoires, niveau sérique de la protéine C réactive, facteur nécrotique tumoral alpha et interleukine 6 comme prédicteur de l'issue d'une cardiomyopathie du périportum ont été mesurés? Est-ce que ces marqueurs ont été mesurés? Non, dans notre étude, non. Ils ont été mesurés dans des études antérieures. On a constaté que chez les femmes qui ont une cardiomyopathie du périportum, il y a souvent la présence de ces
marqueurs, mais on n'a jamais pu faire de relation de cause à effet entre la présence de ces marqueurs et le développement de la cardiomyopathie du périportum. Donc, on considère qu'il s'agit plutôt éventuellement d'un facteur de risque, mais pas d'un agent causal. Il en est de même pour l'existence de myocardite virale dans les antécédents et de même pour la présence d'anticorps anti-structure cardiaque, anti-myosine, anti-actine, anti-mitochondrie. Et c'est la même chose. On les a mesurés, mais il n'y a pas de relation de cause à effet. Et de toute façon, il n'y a pas d'intervention thérapeutique spécifique dirigée dans ce sens. Merci. Avez-vous rencontré des patientes qui se présentent avec des symptômes suggestifs d'infarctus du myocarde? Si oui, comment se fait la prise en charge? Non, la cardiomyopathie du périportum n'a rien à voir avec l'infarctus du myocarde. Si une patiente se présentait avec un diagnostic d'infarctus du myocarde, elle serait immédiatement écartée d'après la définition même de la cardiomyopathie du périportum de ce groupe diagnostique. Très bien. Et puis, une remarque de Dr. Marc Aubin, il faut penser à l'importance des matrones formées dans notre pays et notre système de santé. Et mon intervention était dans ce sens et donner une information adéquate à tous ceux qui interviennent, quel que soit l'échelon, quel que soit le niveau auquel ils interviennent. Vous savez, ils ont fait des progrès considérables au Rwanda sur cette base-là. Très bien, c'est à souligner. Et puis, finalement, Martine Dufresne a toujours la main levée. On va terminer avec elle, si elle est toujours là. Sinon, Brunel, je te remets le micro. Merci, Dr. Malbranche. Merci Fred. Merci, Dr. Malbranche. La conférence vraiment a plu à tout l'auditoire. Je pense que tout le monde en a tiré profit et ceux qui veulent encore profiter de cette conférence pourront consulter le site fmcbslavie.org où l'on pourra je ne sais pas si c'est dans une semaine, dans un mois, on pourra diffuser cette conférence en audio et en audio particulièrement, et en image aussi. Et si vous, comme Dr. Romain l'a demandé, je pense que Dr. Malbranche pourra nous permettre de passer à ceux qui le veulent la présentation sur PowerPoint. Donc maintenant... Je n'ai bien compris que Dr. Romain voulait avoir une copie. Oui. C'est ça? Oui, oui. Oui, il n'a qu'à m'envoyer un petit mot avec son mail et puis je lui envoie la copie PDF. Hein. OK. Dr. Aubin, j'espère que tu as entendu. Bon. Maintenant, nous remercions l'auditoire d'avoir si bien participé à la conférence. Nous remercions tous ceux qui ont pris la parole pour animer les débats. Nous remercions tous ceux qui ont posé des questions et particulièrement ceux qui ont formulé des commentaires et des félicitations au Dr. Malbranche. Notre prochaine conférence se tiendra le 20 de ce mois, le 20 avril, et ce sera encore de très bons débats sur la prise en charge des plaies par balle. Donc, je vous ferai part je vous enverrai l'invitation en vous présentant les conférenciers et toutes les démarches à faire pour bien se connecter sur le site FMCBS de la vie et profiter de cette conférence. Et puis, Brunel, un dernier mot, je tiens à m'excuser auprès de l'assistante pour m'être trompé d'avoir présenté les slides en anglais alors que je les avais préparés en français. D'ailleurs, toi, tu as la copie en français. Bon, désolé, mais c'est les choses qui arrivent quand on fait
quand on envoie des documents. OK. D'accord. OK. Donc, je remercie également l'équipe qui a coordonné avec moi la conférence, Dr. Frédéric Desjean, Barreau Desjean, Dr. Eunice Mérizier, Dérivois Mérizier, Dr. Darlène Rochelin. Je remercie également David Jérémy Delaunay, qui nous a permis d'avoir accès au Zoom. Et je dis à tout le monde, bonne nuit et à la prochaine fois. Merci. Allez.